Bonjour chers visionneurs, c'est Thomas. Dans cette vidéo, nous expliquerons le principe de la pince optique en s'arrêtant au préalable sur la manière de refroidir un atome. On pourrait dire en une phrase qu'une pince optique est un outil permettant de piéger un atome, construite à partir d'un laser de longueur d'onde précise, focalisé sur une taille de cette longueur d'onde. Nous verrons cela en détail, mais commençons par le commencement. En 1973, Hans Dehmelt mettait en œuvre le piégeage d'un seul électron en utilisant un champ électrique quadripolaire constant et un champ magnétique uniforme, un piège imaginé par M. Penning 37 ans plus tôt. On pouvait alors faire des mesures sur les propriétés d'un seul électron, sans que celles-ci ne soient modifiées par d'autres électrons environnants. On accède ainsi aux propriétés intrinsèques de notre particule, comme sa masse ou son moment magnétique. Par ailleurs, puisqu'elle est piégée, on peut en faire la mesure pendant longtemps, ce qui augmente la précision de cette mesure. Les physiciens se sont ensuite attachés à élargir le nombre et le type de particules que l'on peut piéger avec des champs électromagnétiques. En 1980, Dehmelt et Toshek piégèrent ainsi un seul ion barium. Similairement aux électrons, pour les ions qui possèdent une charge, quelques volts sur une électrode suffisent à produire des pièges dont la profondeur est de l'ordre de 10 000 Kelvin, soit environ 1 électron-volt. Cela signifie que des ions qui possèdent une énergie cinétique résiduelle correspondant à la température ambiante d'environ 300 Kelvin peuvent y rester confinés. Mais le piégeage des atomes est beaucoup plus ardu que celui des ions. Les atomes sont neutres, et par conséquent, très peu sensibles aux champs électriques et magnétiques. On doit alors créer des pièges à partir de faisceaux laser qui ont des profondeurs de seulement quelques millikelvin. Pour y confiner un atome, il faut donc que celui-ci soit issu d'un gaz refroidi à une température au moins aussi basse. Ce défi a été relevé au cours des années 1980-1990 grâce aux méthodes de refroidissement d'atomes par laser. D'une température initialement proche du milieu ambiant, les atomes sont refroidis jusqu'à des températures inférieures à 100 microkelvin. Je vous laisse avec Nicolas pour parler du refroidissement d'atomes par laser. Merci Thomas. Considérons un gaz parfait composé d'atomes de rubidium dont la statistique de Maxwell-Boltzmann donne la répartition des vitesses des atomes telles que 3 kVt égale mvq² où vq est la vitesse quadratique des atomes. On voit alors que refroidir ce gaz revient à diminuer la vitesse des atomes qu'il compose, et donc appliquer une force de freinage opposée à la vitesse v des atomes. Maintenant, considérons une lumière laser cohérente dont chaque photon porte une impulsion P égale h bar k, de norme P égale h bar oméga 0 sur C, et qui possède une énergie résonante avec l'atome, c'est-à-dire une pulsation oméga 0 telle que oméga 0 égale E2-E1 sur h bar. Le photon peut être absorbé par l'atome et lui permettre de passer dans un état excité. Lors de l'absorption, l'atome encaisse alors l'impulsion du photon dans la direction incidente de celui-ci. Il acquiert une vitesse dite de recul, dr, dont on détermine la norme à l'aide de la conservation de la quantité de mouvement. Cela donne mvf-vi égale h bar oméga 0 sur c, qui donne vr égale h bar oméga 0 sur mc. Pour l'atome de rubidium de masse m valant 1,45 puis 10 puissance moins 25 kg et de longueur d'onde de résonance lambda 0 égale à 780 nanomètres. On a une vitesse de recul de 6 mm par seconde. Cet atome excité étant fluorescent, il émet instantanément et spontanément un photon de même fréquence, μ0, pour retourner dans l'état fondamental, ce qui lui donne à nouveau une énergie de recul, une vitesse de recul vr, mais cette fois-ci dans une direction aléatoire. Cela signifie que pour un grand nombre de cycles d'absorption-émission, l'impulsion apportée par les photons émis se moyenne à 0. Au contraire de l'impulsion des photons émis par le laser et absorbée par les atomes. Ainsi, si le gaz se meut dans une direction opposée au laser, les atomes peuvent alors être freinés de plusieurs centaines de mètres par seconde à quelques centimètres par seconde en moins d'un mètre de distance de freinage, ce qui correspond à une température comprise entre les microns et les millikelvin. On nomme la force de freinage l'action de pression résonante. En pratique, si le gaz se déplace à une vitesse p, il percevra la pulsation du laser telle que ω égale oméga 0 moins kV, à cause de l'effet Doppler. On fait alors le choix de désaccorder le laser vers le rouge, c'est-à-dire de rendre la fréquence du laser légèrement inférieure à celle de la fréquence de résonance.
Ainsi, si l'atome se dirige dans la direction opposée à celle des photons incidents, il percevra une pulsation oméga plus grande qui se rapprochera de celle de la résonance, jusqu'à faire entrer en jeu l'action de pression résonante. En disposant l'assemblée d'atomes au centre de 6 lasers disposés en paires contrapropagantes, on la ralentit alors dans toutes les directions de l'espace. Revenons maintenant à la pince optique. Admettons que le paquet d'atomes est refroidi à une température inférieure à quelques millikelvin. Le champ électrique du faisceau laser servant à piéger l'atome le polarise, ce qui induit un dipôle électrique de moment dipolaire P égale epsilon 0 alpha E interagissant avec le champ. Sur une période d'oscillation du champ électrique, l'énergie d'interaction est alors U, qui est égale à moins PE en moyenne, divisé par 2, soit moins epsilon 0 alpha, moyenne du champ électrique au carré, divisé par 2. Cette énergie atteint un extrémum au point où le champ du laser est le plus intense, c'est-à-dire à un point de focalisation. Elle est minimale si la polarisabilité de l'atome alpha est positive et est alors un puits de potentiel, donc un piège. Pour que alpha soit supérieur à 0, il faut que la fréquence du laser soit légèrement inférieure à celle de la fréquence de résonance de l'atome, mais suffisamment inférieure pour éviter l'émission spontanée que peut induire le laser de piégeage. On prendra ainsi un laser de 850 nanomètres pour le piégeage et d'environ 780 nanomètres pour le refroidissement. Enfin, la dernière étape pour faire une pince optique est de focaliser le laser sur une taille de l'ordre de sa longueur d'onde lambda 0 afin d'avoir un volume de piège de l'ordre de lambda 0 au cube. Le puits du potentiel aurait alors pour le rubidium une profondeur de 10 puissance moins 7 électronvolts, soit 1 millikelvin, ce qui confirme bien la nécessité de refroidir les atomes à des températures de cet ordre de grandeur. En pratique, il est difficile de focaliser la lumière sur une tâche de largeur de l'ordre de sa longueur d'onde. Il faudra utiliser dans notre cas une lentille asphérique ayant une ouverture numérique de 0,5. Voici le type de montage optique à faire pour observer le fonctionnement de la pince optique qu'on nomme microscopique ou focale. Par refroidissement laser, on produit un nuage d'atomes de rubidium froid. Typiquement, nous en collectons 10 dans un volume de 1 mm3 autour de la pince optique. Un des atomes de ce nuage d'atomes froids entre alors à un instant aléatoire dans la pince optique, tout en étant freiné par les faisceaux de refroidissement, et il reste piégé. Le laser de piégeage est focalisé par la lentille asphérique, créant une pince micrométrique contenant un atome soumis en permanence au laser à 780 nanomètres, ce qui le refroidit et l'éclaire. Cette lentille permet ainsi de collecter la lumière fluorescente émise par les atomes situés au foyer. La résolution spatiale est alors égale à la taille de la tâche de la pince optique. À l'aide d'une lame semi-réfléchissante permettant d'isoler la lumière fluorescente de celle à 850 nanomètres, nous recueillons les photons à 780 nanomètres sur une caméra en faisant en sorte que toute la lumière provenant de la zone du piège se retrouve sur un pixel. En fixant un seuil sur la quantité de lumière fluorescente sur le pixel central de la caméra permettant d'éliminer le bruit de fond, on est alors apte à dire si la pince contient un atome ou pas. De plus, lorsqu'un deuxième atome entre dans la pince, la lumière à 780 nanomètres catalyse une collision très violente entre les deux atomes qui les expulse pratiquement instantanément en dehors du piège. Le volume de la pince permet ainsi de ne piéger qu'un seul atome, nous permettant donc bien de faire des expériences sans perturbation des autres atomes alentour. Il suffit pour cela d'éteindre les lasers de refroidissement qui vont libérer les millions d'atomes de rubidium, sauf celui pris dans la pince optique, qui reste une dizaine de secondes avant d'être expulsé, suite à une collision avec un des atomes de gaz résiduel, qui est à température ambiante et possède par conséquent une grande vitesse. C'est tout pour moi, je rends donc la parole à mon cher collègue. Voilà, nous avons vu comment fonctionnait une pince optique et quel montage il fallait élaborer pour réaliser des expériences sur un seul atome. La prochaine étape, plus intéressante encore, est la matrice de pince. La théorie de la diffraction nous indique qu'en faisant varier la phase spatiale du laser de piégeage, on peut créer des matrices de pince, c'est-à-dire plusieurs pièges de taille micrométrique contenant un seul atome. Nous pouvons aujourd'hui choisir la disposition d'un groupe d'atomes dans un plan et contrôler leurs interactions, permettant de nombreuses applications en physique. Si l'on prend par exemple deux atomes qui peuvent être dans leur état fondamental ou un état très excité, dit de Rydberg, on peut arriver à simuler un système à deux niveaux.
On peut alors assimiler en physique quantique un atome qui peut être dans deux états à un spin 1,5, et on utilise ce modèle pour étudier, entre autres, diverses propriétés de matériaux. Le laser a bientôt 60 ans, mais ses applications n'ont cessé de se multiplier et, nous l'avons vu, promettent encore bien des découvertes.